Nous sommes dans les années 80. Le monde du jeu vidéo est encore balbutiant et c'est dans ce contexte qu'un des genres du jeu vidéo les plus connus va voir le jour. Sega, alors l'entreprise pionnière du milieu, va récupérer le concept de vue de côté qu'ils avaient déjà utilisé dans leur jeu de boxe, Heavyweight Champ, et en profite pour sortir un nouveau jeu, Samurai, qui n'est en fait rien d'autre que le premier jeu vidéo du genre du beat'em all. Le joueur doit y battre plusieurs adversaires dans un espace fermé avant d'affronter un boss. Maintenant, avançons un peu dans le temps. Nous sommes en 2005, les capacités techniques ont bien sûr évolué, les technologies se sont modernisées et une entreprise japonaise, que vous connaissez sûrement, développe par le biais d'une de ses filiales américaines, Santa Monica Studio, le premier opus de ce qui deviendra l'une des licences les plus connues, tout en étant une référence du genre du beat'em all. Je veux bien sûr parler, sans aucun suspense, de la licence God of War. Alors si je vous ai parlé de ça, c'est pour vous faire un topo sur les origines du genre du beat'em all. Parce qu'aujourd'hui c'est un genre qui a complètement disparu de la production vidéoludique. On le retrouve malgré tout dans certaines productions indépendantes, comme avec Hades par exemple, mais les grosses boîtes leaders du marché, elles, sont passées à une formule du AAA classique, que vous connaissez très bien, et God of War respecte cette règle. On peut encore dire que God of War 3 sorti en 2010 correspond au code du beat'em all, mais le dernier God of War, que je m'apprête à vous présenter aujourd'hui, lui, a clairement adopté la formule du AAA. Vous pouvez avoir l'impression pour l'instant que je m'apprête à descendre le jeu, alors que pas du tout, et bien au contraire. Je le considère d'un point de vue personnel comme étant un excellent jeu, mais je trouvais intéressant d'amener une petite réflexion sur les changements qu'a subi l'industrie du jeu vidéo, rien que sur une dizaine d'années. Les grosses entreprises leaders du marché ont un objectif de profit avant tout, et elles se doivent de respecter la formule du AAA pour espérer être rentables. Alors loin de moi l'idée de critiquer cette formule parce qu'elle a permis l'existence de super jeux. En tout cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de vous installer confortablement, je vais vous présenter 5 bonnes raisons de jouer à God of War. Bon, présentons le jeu. Le jeu est sorti en exclusivité sur PlayStation 4 en avril 2018 et un portage sur PC a eu lieu en janvier 2022. Le jeu est édité par Sony et toujours développé par Santa Monica Studio qui s'est totalement investi sur la licence God of War après son premier jeu Kinetica sorti en 2001. Ils ont également travaillé en collaboration avec d'autres studios de développement mais sur des productions beaucoup plus modestes. Et honnêtement, je suis pas un spécialiste mais à part certains jeux God of War qu'ils n'ont pas entièrement développés seuls, j'ai reconnu aucun titre. God of War, qui est en fait le 4e opus de la série, est un jeu d'action-aventure, dans lequel vous incarnez toujours Kratos, le personnage principal de la série. Mais ici, les événements se déroulent bien après ceux de God of War 3, et dans le royaume de Midgard, qui correspond à l'ancienne Norvège. Je vais vous présenter rapidement le synopsis de l'histoire, sans vous spoiler, comme d'habitude. Alors, depuis God of War 3, beaucoup de temps est passé. Kratos a maintenant un fils, Atreus, et à première vue, on ne peut pas dire que Kratos soit un père modèle. Le jeu commence juste après la mort de la femme de Kratos, et au cours du jeu, votre but sera de réaliser sa dernière volonté. Amener ses cendres sur le pic le plus haut des 9 royaumes. Au début du projet en 2014, le studio est face à un dilemme. À la fois faire plaisir aux fans de la série originale, et amener un maximum de nouveaux joueurs à s'intéresser à leur nouveau jeu. La narration est arrivée à sa fin dans God of War 3, et l'histoire de Kratos face au panthéon des dieux grecs est conclue. Même si les scénaristes ont consciencieusement laissé un cliffhanger de fin qui va leur permettre de faire une suite. Les jeux God of War Chains of Olympus et Ascension, sortis après ce dernier opus, va leur permettre de compléter les zones d'ombre du scénario tout en testant les réactions du marché à des nouveaux jeux God of War, qui à ce moment-là étaient encore des purs beat'em all au sens strict. Les jeux ont été bien accueillis, mais ont été majoritairement critiqués sur leur manque d'innovation et de prise de risque. Deux événements vont alors clairement permettre au jeu de voir le jour dans les meilleures conditions. La PlayStation 4 sort en fin d'année 2013, ce qui va amener l'équipe de développement à travailler sur une nouvelle console avec de nouvelles performances dès le début du projet, et surtout cet homme, Cory Barlog. Le père de la licence de God of War revient travailler pour le studio, et qui de mieux que lui pour relancer la licence après cette pause. Mais il leur fallait amener suffisamment de nouveautés sans trop dénaturer la licence elle-même. Le beat'em all n'était plus un style qui marchait encore, et il leur fallait donc modifier les éléments de gameplay pour créer un jeu qui attirerait des nouveaux joueurs sans faire fuir les anciens. Et pour ça, il leur fallait miser sur un élément extrêmement important aujourd'hui dans le jeu vidéo, un scénario bien écrit. Le scénario se devait d'être à la fois inédit, pour que les nouveaux joueurs puissent s'approprier l'histoire,
tout en récompensant les anciens joueurs avec quelques clins d'œil à l'histoire d'origine. Et de ce point de vue-là, en tout cas, c'est clairement une réussite. Mais alors, la question même que l'on pourrait se poser, c'est comment raconter une nouvelle histoire avec Kratos? Il s'est exilé dans un autre royaume après s'être vengé d'absolument tout le monde dans le royaume des dieux grecs. On pourrait donc penser qu'il se ferait discret et souhaiterait finir sa vie paisiblement en exil. Mais alors, pourquoi ramener le personnage? Et si je vous dis ça, c'est bien que le studio s'est justement posé la question. Ils sont même allés jusqu'à réfléchir à ne pas intégrer le personnage dans l'histoire. Et je pense personnellement que ça aurait pas été une très bonne idée, tellement il incarne la licence à lui seul. Je veux dire, même les personnes qui n'ont jamais joué à God of War savent qui est Kratos, et qu'il est le personnage principal de la série. Le scénario voit donc le jour parce que les dieux souhaitent tout contrôler. Dans le royaume des dieux nordiques, où ils se retrouvent en exil, les dieux se posent la question: que vient faire Kratos dans le royaume? Qu'est-ce qu'il recherche? Est-ce qu'il est venu pour leur faire subir le même sort? En vérité, ils ne savent pas. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, Kratos est maintenant père. Et le père et le fils vont se retrouver ensemble, ils vont apprendre à se connaître, à se comprendre, et surtout à s'aimer, au cours de la quête commune, qui consiste à réaliser la dernière volonté de la personne qui comptait le plus pour eux. L'un des buts du scénario est aussi de présenter Kratos sous un tout autre angle. Il est toujours bourru, taciturne, et il apparaît toujours comme un personnage monolithique sans émotion, mais il n'est plus aussi impétueux et téméraire qu'il l'était avant. Il a tout simplement vieilli en gros. Il est beaucoup plus sage, et il s'est rendu compte des responsabilités qu'il avait, notamment vis-à-vis de son fils. Cette relation évolue d'ailleurs tout au long de l'histoire. On sent bien au début que Kratos a tout sauf la fibre paternelle, mais en fait on ne naît pas bon père, on le devient. Ils vont donc tous les deux apprendre, au fur et à mesure de l'histoire, à être un meilleur père et un meilleur fils. C'est un fardeau. Globalement, l'histoire se concentre sur cette quête confiée par sa défunte épouse. Et cette quête va se faire sur fond d'introduction au nouvel univers de God of War. La mythologie nordique. On y découvre donc les nouvelles divinités, l'organisation du royaume et les ennemis auxquels il faudra faire face. Ce jeu en fait sert d'introduction à ce à quoi va ressembler God of War à partir de maintenant, parce qu'en termes de changement et d'innovation, on est servi. Et la première innovation importante, celle qui choque le plus, c'est les changements au niveau du gameplay. Je voulais préciser en introduction, le beat'em all est un style de jeu qui n'existe plus vraiment, en tout cas sous sa forme originelle. Il a aujourd'hui tellement évolué qu'il n'en sort quasiment aucun, sauf venant de studios indépendants. Et Santa Monica Studios se devait d'innover. Il s'est donc totalement affranchi du beat'em all qui avait jusque-là caractérisé la série des God of War. En réalité, il s'agit pas vraiment d'un pari très risqué, parce qu'ils ont eu l'occasion de voir les grosses productions des gros studios qui sortaient au moment où ils étaient en train de développer le jeu. Et je parle ici des grosses productions, comme la série des Assassin's Creed, la série Far Cry, ou bien, justement, le remake de Tomb Raider sur lequel Cory Barlog avait travaillé. Alors, oubliez totalement tous les mécanismes qui rappellent le beat'em all, plus de hordes d'ennemis à abattre dans chaque zone du jeu, plus de plans fixes, plus de compteurs de hits qui vous permet de faire des combos, etc. God of War reprend les codes du RPG action-aventure, et ça fonctionne très bien, comme si le jeu avait toujours été un RPG. Évidemment, ils n'ont pas retiré les ennemis du jeu, c'est logique, les combats restent le premier argument du jeu, mais ils ne sont plus en plan fixe. Le joueur gère sa caméra lui-même, et les combats se déroulent à la manière d'un Souls-like. Ils sont bien plus dynamiques. On peut esquiver, parer les attaques des adversaires, et si on peut parer, il y a un système de parade parfaite à maîtriser. Des attaques runiques font office de sorts à améliorer dans tout un arbre de compétences qui permettent de rendre Kratos et Atreus plus forts au fur et à mesure du jeu. Un système d'équipement a aussi été implémenté dans le jeu, et il permet d'améliorer les caractéristiques de Kratos ou encore d'améliorer ses armes. Et bien sûr, je ne les ai pas oubliés, vous affronterez toujours des boss. Des trolls, des ogres, des dragons et même des dieux. Et enfin, les 7 Valkyries, mais je ne vous en dis pas plus, évidemment, je vous laisse découvrir tout cela par vous-même. Désormais, le jeu permet une libre exploration de la map, qui est beaucoup plus vaste que dans les autres jeux. Des quêtes secondaires croiseront également votre route, ce qui renforce cet aspect de liberté. Et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en mythologie nordique, le jeu ne se confine pas uniquement à Midgard. Il est possible de voyager dans d'autres royaumes. Enfin, des petites énigmes ont été placées dans le jeu, à la manière d'un Tomb Raider par exemple. Il vous faudra alors réfléchir à comment déplacer tel ou tel objet pour vous permettre de débloquer le passage à l'aide de vos compétences. La première chose qui vous marque quand vous lancez le jeu, c'est la différence avec God of War 3. Et en fait, il y a cette scène super émouvante des funérailles de la mère d'Atreus, tout ça accompagné d'une bande son magistrale. Franchement, les OST sont incroyables pendant tout le jeu.
Et on comprend très vite ce que God of War ne sera plus. Un simple jeu de combat où vous allez pouvoir vous défouler sur des hordes d'ennemis. Le jeu va devenir plus que ça. On va vous raconter une histoire, on va vous amener dans un univers, on va vouloir vous raconter des films. En fait, une série de films. Et vous avez devant vous tout ce royaume de Midgard à explorer, et vous allez en apprendre plus sur la mythologie nordique, aux côtés de ce nouveau Kratos. Au fur et à mesure de l'histoire, la relation père-fils se construira sous vos yeux, et certaines cinématiques sont très touchantes. C'est d'ailleurs Cory Barlog qui est personnellement à la réalisation, et il a demandé aux acteurs qui prêtaient leur voix d'effectuer les prises en motion capture directement, pour bien transmettre les émotions, et on doit avouer que pour le coup, c'est une masterclass. Du côté des voice actors, on retrouve notamment Christopher Judge, connu pour le rôle de Teal'c dans Stargate SG-1, qui incarne Kratos. Et au début, il faut savoir qu'il ne souhaitait pas jouer dans un jeu vidéo, mais il a été séduit par le script. En tout cas, pour ma part, j'ai joué avec la VF, et elle est tout aussi excellente. Je vous la conseille d'ailleurs. Le jeu apporte aussi son lot de réflexions intéressantes sur le rôle des parents et la parenté en général, la protection des enfants et leur liberté, et comment concilier les deux. Et c'est assez logique quand on sait que Cory Barlog est en fait devenu père avant le début du projet. Il y a aussi des questionnements sur la notion de bien et de mal qui sont amenés pendant le jeu, et le jeu va montrer des dieux omnipotents sous un angle assez critique, surtout vis-à-vis de Odin et de Thor. Bref. Ce changement de direction pris lors du développement du jeu est une véritable réussite objective, surtout quand on voit les notes données par les magazines et sites spécialisés. Et là pour le coup, une suite était évidente. Il est clair que ce jeu est en fait une introduction à un nouvel univers, un nouveau gameplay, une nouvelle manière d'appréhender le personnage de Kratos, et une introduction du personnage d'Atreus. Mais en réalité, en dehors de certaines révélations, l'histoire n'avance pas vraiment. Et attention, ça ne veut pas dire que l'histoire n'est pas bonne. En fait, on nous introduit tellement de nouvelles choses que je pense que blinder le scénario avec plein d'intrigues nouvelles, ça aurait un petit peu complexifié tout ça. D'autant plus que le jeu, il s'adressait pas uniquement à un public de fans de la licence, mais à n'importe quel joueur. Le jeu visait à attirer le maximum de joueurs possible. Si ce jeu n'est qu'une introduction, alors il faut évidemment s'attendre à une suite. Et d'ailleurs, la fin du jeu est totalement ouverte à une suite directe. En revanche, est-ce qu'il faut s'attendre à un triptyque comme la première série? Ça pour le moment, on ne sait pas. Et le principal problème que le studio va rencontrer, c'est le fait de ne pas décevoir les joueurs avec une suite moins bonne. Les attentes des joueurs ont été placées tellement haut après cet excellent premier jeu que le fait de sortir un jeu bon, ce sera pas suffisant. La suite, elle devra impérativement être excellente. Là, on arrive maintenant à la partie la plus difficile, trouver des points négatifs à God of War. Et le premier point négatif qui touchera d'ailleurs beaucoup de joueurs, moi y compris, c'est le fait que ce soit une exclue PlayStation. Et honnêtement, à tous mes PC Master Race, je vous comprends. On va devoir attendre que la suite sorte sur PC, et là, j'espère qu'il sortira un petit peu plus vite que la dernière fois, parce que l'attente va être longue. En tout cas, pour terminer sur le jeu en lui-même, je trouve pas grand chose à redire, à part sur le endgame, notamment la zone de Niflheim, je trouve qu'elle est un petit peu redondante. Je veux pas spoiler, mais ceux qui ont joué au jeu vont comprendre ce que je veux dire. Bon, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette fois-ci, je l'avoue, je me suis plutôt facilité le travail en choisissant ce chef-d'œuvre qui est God of War. Je remercie tous ceux qui feront l'effort de s'abonner, de laisser un like et de commenter, et d'activer la cloche, évidemment, ça ferait extrêmement plaisir. Sur la prochaine vidéo, je vais changer un petit peu du registre des précédentes, je vais un petit peu étendre mon concept de vidéo à autre chose que les jeux vidéo. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, et à la prochaine les joujous.